Amara Johnson n'était pas une simple femme noire. À 42 ans, elle avait non seulement franchi les barrières imposées par une société souvent hostile aux femmes noires, mais elle était aussi devenue une pionnière dans le domaine de l'intelligence artificielle. Fondatrice et PDG d'une société révolutionnaire, NextGen AI, Amara avait bâti son empire à partir de rien. Son ascension n'avait pas été facile. Elle venait d'un quartier modeste de Chicago, où ses parents, deux travailleurs acharnés, l'avaient élevée dans un environnement où les rêves semblaient souvent être une denrée rare. Mais dès son plus jeune âge, Amara avait compris que pour changer sa destinée, elle devait travailler 2 fois plus dur que les autres. Dans le monde de la technologie, dominé par des hommes blancs issus de familles fortunées, Amara avait dû prouver sa valeur à chaque étape. Elle n'était pas simplement une entrepreneure, elle était une visionnaire, une stratège qui, grâce à son intelligence acérée et son courage indomptable, avait été capable de naviguer dans cet univers impitoyable. Ses recherches en intelligence artificielle avaient non seulement attiré l'attention des plus grandes entreprises de la tech, mais elles avaient aussi permis à sa société de se développer à une vitesse impressionnante. Aujourd'hui, NextGen AI avait des partenariats avec les plus grandes entreprises mondiales, et Amara était devenue une figure de proue dans les discussions sur l'avenir de la technologie et de l'innovation. Elle était régulièrement invitée à des conférences prestigieuses à travers le monde, où elle partageait ses idées avec les leaders mondiaux de la technologie, mais aussi avec ceux du secteur de l'éducation, de la finance et de la santé. Elle avait ouvert la voie à d'autres femmes noires dans la tech, devenant un modèle, une inspiration pour celles qui se trouvaient encore dans l'ombre. Malgré tout ce qu'elle avait accompli, Amara avait toujours cette sensation étrange qu'une partie d'elle-même devait encore constamment se défendre. Elle savait que sa présence, dans ces cercles dominés par des hommes blancs, était parfois perçue comme un affront. Elle n'était pas simplement Amara, la brillante entrepreneure, mais aussi Amara, la femme noire qui, selon certains, n'avait pas sa place dans ce monde. Pourtant, ce regard, aussi inconfortable soit-il, ne l'avait jamais arrêtée. Au contraire, il avait renforcé sa détermination. Aujourd'hui, cependant, elle se trouvait dans une situation totalement différente. Cette visite à la concession de voitures de luxe n'avait rien à voir avec les grandes conférences mondiales ou les réunions d'affaires. Ce n'était pas une transaction professionnelle, mais un geste très personnel, un symbole de tout ce qu'elle avait accompli, un hommage à sa propre réussite. Depuis plusieurs mois, Amara rêvait de cette voiture, un modèle rare, une édition limitée qui combinait à la fois des lignes épurées, une technologie de pointe et une performance qui correspondait à son propre parcours. Chaque courbe de ce véhicule semblait incarner son propre voyage, celui d'une femme noire qui avait fait face à l'adversité et en était ressortie victorieuse. Elle avait économisé pendant des mois, fait fructifier ses investissements, et après des années de travail acharné, elle était prête à se récompenser. L'idée de posséder cette voiture lui offrait une sensation de fierté qu'elle n'avait pas souvent ressentie, celle de marquer une étape dans sa vie, d'affirmer qu'elle était arrivée là où elle l'avait toujours voulu. La concession, située dans un quartier huppé de la ville, semblait presque irréel. C'était un temple dédié à la richesse et à l'exclusivité. Les voitures étaient présentées comme des œuvres d'art sous un éclairage soigneusement orchestré, et les sols en marbre poli brillaient comme des miroirs sous les pas des clients qui déambulaient lentement entre les étals. Amara se sentait presque en décalage, mais aussi légitime. Elle avait travaillé pour être là. Elle l'avait mérité. La richesse de ce lieu, les voitures qui l'entouraient, tout cela semblait juste être un reflet matériel de son propre succès. Et pourtant, en pénétrant dans l'espace, un léger malaise s'était installé en elle, presque imperceptible au début. Ce regard, cette sensation que ses yeux suivaient ses pas, qu'il y avait quelque chose de plus qu'une simple attention, un examen minutieux. Elle l'avait ressenti tout de suite, en entrant dans la concession. C'était comme si les murs eux-mêmes avaient observé sa présence avec suspicion. Ce n'était pas la première fois qu'Amara ressentait ce genre de regard. Bien souvent, même dans les salles de conférence où elle était invitée, certains lui rappelaient subtilement, par leur attitude ou leurs mots, qu'elle n'était pas censée être là. Que, malgré ses succès, elle était différente. Ce sentiment, ce regard invisible, était un fardeau qu'elle avait appris à porter avec résilience. Alors qu'elle se dirigeait vers la voiture de ses rêves, une vendeuse s'approcha d'elle. Elle était jeune, professionnelle, mais quelque chose dans son sourire ne sonnait pas juste. Il était poli, mais il manquait de chaleur. Ce n'était pas le genre de sourire que l'on réserve à un client précieux, quelqu'un qu'on espère voir repartir avec un véhicule haut de gamme. « Puis-je vous aider, madame ?» Amara, sourire aux lèvres et voix calme, répondit sans hésitation. « Oui, je voudrais voir de plus près cette voiture. » « Je suis intéressée par l'achat. »
La vendeuse hocha la tête, mais son regard se figea un instant avant de se détourner vers un autre employé dans la salle. Ce geste, à peine perceptible, n'échappa pas à Amara. Mais elle se força à ne pas y prêter attention. Après tout, elle n'était là que pour une simple transaction. Elle pensait que la vendeuse allait simplement l'accompagner vers la voiture et lui en montrer les caractéristiques. Mais un malaise grandissait dans l'air, un changement subtil mais indéniable. L'ambiance, déjà tendue, se transforma en quelque chose de plus lourd, de plus palpable. Les murmures commencèrent à se faire entendre parmi les clients. Amara ne comprenait pas. Elle n'avait jamais été confrontée à ce genre d'accueil dans des lieux où elle était habituellement respectée pour son statut. Quelques instants plus tard, 2 policiers en uniforme entrèrent dans la concession, leur arrivée brisant le calme presque religieux de la pièce. La foule se figea instantanément. Le regard des clients se tourna vers eux, curieux mais mal à l'aise. Les policiers ne prêtèrent aucune attention à la scène qui se déroulait autour d'eux. Ils se dirigèrent directement vers Amara, sans un mot d'explication. « Madame, veuillez venir avec nous », ordonna l'un des policiers d'un ton sec, sans même un regard vers la vendeuse ou les autres clients. Le cœur d'Amara se serra. « Je suis ici pour acheter cette voiture », expliqua-t-elle calmement, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Il semble y avoir un malentendu. Mais il ne l'écoutait pas. Un autre policier s'était rapproché et, dans un geste brusque et délibéré, attrapa son bras. La chaleur de la pièce sembla soudainement étouffante. La foule autour observait la scène. Certains murmuraient entre eux, d'autres détournèrent le regard. Amara se sentit soudainement exposée, vulnérable. Ses réussites, son statut, tout ce qu'elle avait accompli n'avait plus d'importance. Elle était simplement une femme noire, et dans ce monde, c'était ce qui comptait. La vendeuse, désormais en retrait, observait la scène avec une expression de satisfaction presque imperceptible. Son rôle dans tout cela semblait jouer, comme si elle avait eu une part dans l'orchestration de cette humiliation. Amara se sentit soudain déshumanisée, réduite à une figure de suspect, une présence qui n'avait pas sa place dans cet univers de luxe et de privilèges. « Mais vous n'avez pas le droit de m'arrêter », protesta Amara, sa voix se haussant légèrement, trahissant l'agacement qu'elle tentait de masquer. Elle n'était pas une inconnue dans ce monde, et cela la révoltait qu'on la traite ainsi. « Je suis une cliente, je viens d'une entreprise cotée en bourse. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je suis Amara Johnson, la fondatrice de NextGen AI. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ?» Les policiers échangèrent un regard furtif, puis l'un d'eux, d'un ton plus sec, répliqua. « Nous avons reçu une plainte, madame. » « Il semblerait que vous soyez ici pour une autre raison. » Le policier essaya de donner l'impression que cette explication faisait sens, mais son manque d'empathie et d'humanité rendait la situation encore plus absurde aux yeux d'Amara. « Une plainte ?» répéta Amara, maintenant complètement abasourdie par la situation. « De qui ?» L'injustice de cette situation frappait Amara avec la brutalité d'un coup de marteau. Elle n'arrivait pas à comprendre comment, dans une société qu'elle avait contribué à changer, elle pouvait être arrêtée sous de fausses accusations. Avant qu'elle n'ait eu le temps de poser plus de questions, un 3e policier arriva en trombe, et sans plus d'explications, Amara fut escortée hors de la concession, sous les regards incrédules et gênés des autres clients. Ce qui la frappait le plus, ce n'était pas simplement le fait d'être accusée à tort, mais cette sensation de régression, de retour à un statut qu'elle n'avait pas connu depuis ses premières années dans le monde des affaires. Elle, la PDG, l'entrepreneur de Silicon Valley, avait été réduite à une simple suspecte, ignorée et invisible face à la couleur de sa peau. Le déshonneur qu'elle ressentait n'était pas seulement lié à la honte de l'interpellation publique, mais à la réalité brutale de la société dans laquelle elle vivait. Le trajet en voiture jusqu'au poste de police se fit dans un silence lourd. Le visage impassible d'Amara cachait une tempête intérieure. Comment en était-elle arrivée là ? Elle avait eu confiance dans ses accomplissements, elle avait travaillé sans relâche pour franchir chaque obstacle, pour échapper à ses stéréotypes, et pourtant, au fond d'elle, elle savait que c'était sa couleur de peau qui faisait d'elle un suspect dans les yeux de certains. Sa réussite semblait être une simple illusion, effacée en un instant par la brutalité de ce monde qui, bien qu'il l'ait vue comme une star du business, ne l'avait jamais vue autrement que comme une femme noire. Arrivée au poste, après avoir été brièvement interrogée, un fonctionnaire en uniforme leva les yeux vers son dossier. Lorsqu'il lut son nom, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'était un homme qu'Amara avait connu lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle.
Il s'approcha rapidement de la table où elle était assise, et sous le choc, il s'adressa vivement à un autre policier. « Mais, c'est Amara Johnson. La fondatrice de NextGen AI. Elle est l'une des entrepreneurs les plus respectées dans le monde de la tech. Vous ne pouvez pas la traiter comme ça. Qu'est-ce que vous faites ?» L'homme tenta de corriger l'erreur, mais il était déjà trop tard. Amara avait été réduite à un spectacle, et malgré les explications tardives, l'humiliation publique était déjà en place. Les autres policiers semblaient indifférents à cette révélation, simplement irrités par la situation. Mais ce n'était pas la fin. Le lendemain matin, les journaux et les réseaux sociaux étaient en effervescence. L'histoire de l'arrestation d'Amara Johnson s'était propagée rapidement, et ce qui aurait pu être un incident isolé se transforma en un véritable scandale. Des millions de personnes suivaient désormais son histoire, et le débat public s'enflammait. Ce n'était plus seulement la question d'une arrestation abusive, mais celle d'un problème de société beaucoup plus vaste, les discriminations raciales persistantes, même dans les plus hautes sphères économiques et technologiques. Des voix se levèrent, soutenant Amara dans sa lutte contre les abus de pouvoir et l'injustice raciale. D'autres, cependant, cherchaient à minimiser la situation, à réduire l'affaire à une erreur de jugement, un simple malentendu. Les réseaux sociaux se divisèrent, comme souvent, en un débat polarisé. Mais Amara était plus déterminée que jamais à ne pas laisser cette humiliation être réduite à un simple incident isolé. Elle savait que cette expérience ne serait pas en vain, que son combat deviendrait le combat de millions d'autres qui n'avaient pas la même visibilité, le même pouvoir. Des groupes de défense des droits civiques prirent son affaire en main. Un avocat spécialisé dans les discriminations raciales, lui-même un ancien collègue de la Silicon Valley, se porta volontiers pour défendre Amara. Il savait que cette cause allait au-delà d'un simple dédommagement, c'était une bataille pour la reconnaissance, pour que des femmes noires comme Amara puissent exister dans ce monde sans se voir systématiquement réduites à leur couleur de peau. Lors du procès, l'avocat du procureur, d'un ton solennel, fit une déclaration qui résonna profondément. Ce qui s'est passé ici n'est pas seulement une erreur d'appréciation. Ce n'est pas un malentendu. C'est une réflexion sur la manière dont, même les femmes noires ayant atteint des sommets dans leur carrière, sont constamment confrontées à des stéréotypes raciaux. Ce procès est un avertissement. Nous devons faire face à cette réalité, ou nous la laisserons s'ancrer encore plus profondément. Amara, d'habitude une personne privée, se retrouvait soudainement sous les projecteurs, à l'avant-plan d'une bataille pour l'égalité raciale, bien plus grande que ce qu'elle avait jamais imaginé. Cependant, elle transformait la douleur et l'humiliation en force, devenant une voix puissante contre le système oppressif. Au final, l'affaire se conclut par des excuses publiques de la concession automobile et des policiers impliqués. Mais ce n'était pas tout. Amara reçut également un règlement financier conséquent. Ce qui comptait, c'était la transformation profonde qu'elle vivait. Elle devint, malgré elle, l'un des symboles les plus emblématiques de la lutte contre les discriminations raciales dans le monde des affaires. Elle fut invitée à prendre la parole lors de conférences internationales, utilisant sa plateforme pour dénoncer les injustices systémiques qui continuaient d'entraver la liberté et l'épanouissement des femmes et des hommes noirs. Ce qu'elle pensait être une simple journée de shopping devint un tournant majeur de sa vie. Elle comprit que, même au sommet de la réussite, la route de la dignité était pavée de luttes constantes. Et dans ce chemin, elle se força à ignorer les regards pleins de préjugés, transformant les humiliations en force et ouvrant la voie à un avenir où les générations à venir n'auraient plus à lutter pour exister sans compromis.